Bonjour à tous. Voici donc les explications pour ce chapitre 4 sur la classification périodique des éléments chimiques. Donc c'est un cours qu'on avait commencé avant le confinement. Voilà, on avait parlé du tableau périodique pendant une bonne semaine et voici donc le cours à compléter. Donc j'espère que vous avez avec vous le cours que je vous ai déposé sur Pronote et on va remplir ensemble les différents trous de ce cours. Alors, il faut revenir un petit peu à ce qu'on avait dit et aux différentes théories qui se mettaient en place au début du XXe siècle, à savoir donc le modèle de Rutherford. Donc il y a une petite erreur là, c'est pas en 1811, c'est 1911. Rutherford, non 1811, Rutherford avec le modèle de l'atome, pardon, et donc modèle de l'atome qui ressemble un peu à Copernic et à ce modèle planétaire. Donc un noyau et des électrons qui tournent autour. Cependant, le modèle a été complété par un autre physicien au début du XXe siècle, lui, le physicien Niels Bohr, qui a supposé que les électrons étaient dans des zones particulières qu'on appelle donc les couches électroniques. Donc on va voir dans cette première partie la répartition des électrons d'un atome, ce qu'on a déjà fait en classe. Alors, les couches électroniques pour petit 1. Les électrons se répartissent donc dans des couches électroniques. Donc on va le noter ensemble. Couches électroniques. Ces couches sont numérotées 1, 2, 3 et la lettre étant petit n. Donc petit n égale 1, c'est la première couche, petit n égale 2, c'est la deuxième, etc., etc. Et chacune de ces couches, on peut le voir là dans le schéma qui est en dessous, on a donc le noyau et différentes couches d'électrons, mais chacune de ces couches, 1, 2, 3, va être composée elle-même de sous-couches. Et ces sous-couches, on va les appeler S, D, P. Donc S, P, D pour garder l'ordre de sous-couches. Alors, ces sous-couches, c'est là où on va donc on va remplir ces sous-couches avec les électrons qui sont disponibles pour chaque atome. Et ces sous-couches peuvent contenir un nombre limité d'électrons. Voilà, la sous-couche S, la première, la plus petite, elle peut contenir jusqu'à 2 électrons. On avait vu ça ensemble. La sous-couche P, elle, peut contenir jusqu'à 6 électrons. Et enfin, la sous-couche, pas la couche, mais la sous-couche D, elle, peut contenir jusqu'à 10 électrons. Alors, la sous-couche D n'est pas au programme. On en parle ici dans le cours pour essayer de voir un peu plus. Pour les atomes qui sont après Z égale 18, il est important de savoir un peu ce qui se passe avec la couche D. Bon, le programme de seconde s'arrêtant à Z égale 18, j'en parle vite fait, mais c'est pas au courant. Alors, la sous-couche. Si cette sous-couche, que ce soit la sous-couche S, P, est pleine, eh bien, on dit qu'elle est saturée. Voilà, quand une couche ou sous-couche est pleine, on dit qu'elle est saturée. On va aller jusqu'à la saturation de la sous-couche. D'ailleurs, on ne peut pas mettre plus d'électrons que possible. Alors justement, on va voir maintenant cette répartition. Une fois qu'on a vu un petit peu ces sous-couches, on va passer à la répartition et ce qu'on appelle petit 2, la structure électronique de l'atome. Donc la répartition des électrons dans les différentes couches se nomme, alors soit la répartition, soit la structure électronique, mais on utilise aussi le terme de configuration. Donc la configuration ou la structure électronique de l'atome. Les électrons remplissent progressivement les sous-couches électroniques jusqu'à la saturation de celle-ci et après on passe à la suivante dans un ordre qui est bien déterminé. Donc je vous l'ai noté ici, 1S, 2S, 2P, puis 3S, 3P, etc. Il y aurait aussi la 3D après, mais on dépasse le Z égale 18. Alors, un petit exemple, on en avait fait en cours, bon, on en refait un ici. Petit exemple avec l'atome de silicium. Alors, l'atome de silicium, Si,
il a donc 14 électrons, parce que Z égale 14, donc 14 protons et donc 14 électrons, voire le chapitre précédent. S'il a 14 électrons, eh bien on va remplir les sous-couches les unes après les autres. Donc la première sous-couche, c'est la sous-couche 1s, qui appartient donc à la première période, on va voir ça après. La sous-couche 1s peut contenir donc 2 électrons, bon j'en ai 14, j'ai la place, on va prendre donc 2. Sous-couche suivante, la sous-couche 2s, donc sous-couche 2s, là aussi je peux en mettre jusqu'à 2. Prochaine sous-couche, la sous-couche 2p, donc là la sous-couche, une sous-couche p, on peut en mettre jusqu'à 6. Bon, je suis à 2 et 2, 4. Pardon. Je peux aller jusqu'à 6. Donc. Là, il m'en reste 4, hein, parce que je suis à 10 et je dois aller jusqu'à 14. Il me reste 4 à répartir. Donc, sous-couche suivante, la sous-couche S de la troisième période, donc la sous-couche 3S, où je peux en mettre 2 au maximum. Et enfin, il me reste 2 électrons à placer, et je vais donc les mettre sur la sous-couche 3P. Donc on finira par 3P2. Voilà donc la répartition électronique ou la configuration électronique, structure électronique, plusieurs mots de vocabulaire sur ça, de l'atome Si, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p2. Voilà pour cette première page. Alors on va passer donc à la deuxième. La dernière couche de cette structure qui contient des électrons est appelée la couche externe. Voilà. Donc c'est la dernière couche, on l'appelle la couche externe. On va le voir après, on lui donnera un autre nom. Évidemment, toutes les couches qui sont précédemment occupées par des électrons, on les appelle les couches internes. Bon, c'est un mot de vocabulaire qu'on n'utilise pas très souvent, mais je tenais à vous le dire. Les électrons qui appartiennent à la couche externe de la répartition sont en fait appelés les électrons de valence. Donc ça, c'est un mot qu'il faut retenir. On parlera donc de couche de valence qui est donc la couche ou sous-couche qui est la dernière remplie. Dans l'exemple de l'atome de silicium, on avait donc une structure électronique, je peux le rappeler ici parce que je ne peux pas revenir à la page, donc on avait du 1 ici, donc on avait du 1s2, on avait du 2s2, 2p6, on avait 3s2 et 3p2. Voilà. Donc là, la dernière couche remplie, c'est la couche 3. Et dans cette couche 3, on a ici 2 électrons de la sous-couche 3s et 2 électrons de la sous-couche 3p. Donc on va avoir ici 4 électrons de valence. Donc on va remplir le cours 4 électrons de valence. Alors, savoir repérer le nombre d'électrons de valence est très important. Vous allez le voir dans certains exercices que je vous proposerai de faire. Ces électrons de valence sont responsables de la réactivité chimique de l'atome. C'est-à-dire qu'un atome va pouvoir participer à une réaction chimique ou va pouvoir participer à une liaison avec un autre atome en raison de son nombre d'électrons de valence. Donc savoir repérer évidemment son nombre d'électrons de valence, c'est évidemment prévoir comment va se comporter l'atome. Alors, on va passer au grand 2 maintenant, à la classification périodique des éléments. Je vous en avais parlé, on l'avait dans le laboratoire. Alors, la première classification est bien sûr celle de Mendeleïev, qui, au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire 1870, 69, je crois, 1869, Mendeleïev utilise donc certaines valeurs pour classer les atomes. Et donc, la première, c'est qu'il va utiliser la masse. Alors, c'était bien sûr en 1869. Donc, la masse des atomes pour les classer. Il range dans un tableau par masse atomique croissante, on va pouvoir le mettre, par masse atomique croissante,
en regroupant des éléments possédant des propriétés chimiques, propriétés chimiques semblables. Et pour expliquer certains mythes dans son classement, il avait prédit, avec succès d'ailleurs, parce que lors de son existence, il y a eu 3 ou 4 éléments qui ont été trouvés, justement, grâce à son classement, et l'existence donc de certains éléments qui n'étaient pas découverts à l'époque, mais il a donc laissé une case vide. Alors, on s'est aperçu au fur et à mesure, donc début du XXe, on s'est aperçu que certains éléments ne remplissaient pas vraiment la condition de masse atomique croissante, et donc on a changé, et notamment le physicien Seaborg en 1945, a changé légèrement le classement, mais la définition de classement de Mendeleïev, et on doit avouer qu'on se souvient plus de Mendeleïev que de Seaborg. Alors, quelles sont les caractéristiques de la classification actuelle que vous trouvez donc dans tous les laboratoires et dans votre livre, dans une page de rabat? Eh bien, les 118 éléments chimiques naturels ou artificiels qui sont rangés par ligne et donc par numéro atomique Z croissant. Donc, en fait, le seul changement, ça a été que Mendeleïev utilisait la masse croissante. Donc, on a changé maintenant, c'est le numéro atomique croissant. Le remplissage progressif d'une ligne correspond donc au remplissage progressif d'une couche. Première ligne, première couche, deuxième ligne, deuxième couche, etc., etc. Et chaque changement de ligne s'effectue régulièrement lorsqu'une nouvelle couche commence à être occupée. On ne va pas vraiment parler de ligne, on va plutôt parler de période. Donc première période, deuxième période. Vous l'avez d'ailleurs sur tous les tableaux, c'est la colonne de gauche. À gauche du tableau, il y a marqué période n égale 1, 2, 3, 4, voilà. Etc., etc. Dans une même ligne, les atomes des éléments ont les mêmes couches électroniques occupées. C'est-à-dire que si vous prenez la première colonne, eh bien la sous-couche, couche 1S, va être occupée, celle d'après sera la 2S qui va être occupée, la 3S, etc., etc. Donc ça c'est assez pratique parce que dans une même ligne, les atomes des éléments ont les mêmes couches électroniques occupées, donc là, une petite erreur, dans une même ligne, les atomes des éléments ont les mêmes couches électroniques. Donc pour la couche 1, pour n égale 1, il va y avoir que des sous-couches qui commencent par 1. Dans la ligne 2, donc la deuxième période, il n'y aura que des sous-couches qui commencent par un 2 qui vont être occupées, etc., etc. Par contre, dans une même colonne, les atomes des éléments ont le même nombre d'électrons sur les sous-couches externes. Exemple, si vous prenez la deuxième colonne, les alcaninotéreux, eh bien, la dernière sous-couche qui va être remplie, ce sera une sous-couche S, il y aura 2 électrons dessus. Donc c'est 1s2 ou 2s2 ou 3s2, etc., etc. Et donc, dans une même colonne, les éléments chimiques forment une famille chimique. Ça, on avait parlé de famille chimique. Ce sont donc des éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques. Et puis, dernière caractéristique, chaque ligne de la classification se termine par un gaz noble. Donc, on a vu les gaz nobles. Les gaz nobles, ce sont ces éléments qui ne participent, qui sont assez inertes chimiquement et qui ne participent pas vraiment à des réactions chimiques. Alors, troisième page, et on va voir donc ici le tableau périodique simplifié. On n'avait pas parlé en cours, donc c'est quelque chose qui est assez nouveau. En seconde, afin de pouvoir prévoir certaines caractéristiques des éléments, on va considérer le tableau de manière simplifiée. Le tableau périodique simplifié rassemble donc les 18 premiers éléments chimiques, soit finalement les 3 premières périodes. Les 3 premières lignes, les 3 premières périodes. Dans le tableau simplifié, il faut être vigilant. Donc je vous ai mis ici le tableau simplifié. Vous l'avez là, le tableau, ici. Donc on peut voir les différentes colonnes, 1, 2, puis après 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Ici, vous avez finalement une séparation normalement. Voilà. Là, vous avez une séparation. Et pour le tableau simplifié, on a regroupé, on a collé un petit peu la partie de gauche avec les deux premières colonnes et la partie de droite avec les 6 colonnes de droite. Donc là, il faut bien faire attention, on passe ici de 2 à 13. Donc dans certains exercices, on va vous demander de vous situer dans ce tableau périodique et notamment dans les 3 premières périodes du tableau périodique, donc en fait dans le tableau périodique simplifié. Donc comme je vous l'ai dit ici, la 3e période de ce tableau est numérotée 13 car elle correspond à la 13e colonne du tableau complet. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans ce tableau simplifié. Dans le tableau périodique simplifié, on a 2 blocs qui se distinguent bien. Le bloc ici en jaune qui est donc le bloc S, où vous avez des éléments avec des sous-couches de type S qui sont remplis. Soit la sous-couche 1S, 2S ou 3S avec 1 ou 2 électrons dessus. Et vous avez ici le bloc P, où finalement la couche de valence avec la sous-couche P, alors que ce soit 2P ou 3P, il n'y a pas de 1P, ça n'existe pas, 2P ou 3P est rempli. Hein, voilà, donc soit on est sur du bloc S, soit sur du bloc P. Attention, vous voyez ici une exception à ce rangement bloc S, bloc P. L'hélium ici, alors l'hélium a été placé ici, il n'a pas été placé là. On peut dire, tiens, c'est marrant parce que finalement, un S2, on pourrait bien le mettre là avec cette colonne et un S2, c'est vrai. Malgré tout, justement, Mendeleïev avait vu que l'hélium, même si voilà, même s'il avait une structure électronique en S2, il se comportait finalement comme la famille des gaz nobles. Donc finalement, il était assez inerte, l'hélium. Alors l'hélium, c'est le gaz qui vous donne une voix comme Donald Duck lorsque vous en prenez, hein, vous avez peut-être cette image en tête. Donc l'hélium se place ici, c'est l'exception du tableau. Alors, on va pouvoir finir de remplir cette première partie du cours. Les atomes des éléments qui appartiennent à une même colonne possèdent donc le même nombre d'électrons de valence. S'ils ont les mêmes nombres d'électrons de valence, ils ont donc les mêmes propriétés chimiques et donc constituent une même famille chimique. L'explication qui est venue après, hein, mais l'explication du rangement, de la classification de Mendeleïev vient de là, vient de cette structure électronique, par exemple la 17e colonne qui finit en P5, alors que ce soit 2P5 ou 3P5, finalement, pour être stable, on le verra dans la suite du chapitre, pour être stable, eh bien, cet élément, ou même celui-là, va vouloir gagner un électron pour ressembler à la structure électronique de cette dernière colonne des gaz nobles. Et donc, ils vont se comporter de la même façon. On appelle ça donc une famille chimique. Alors, vous allez voir donc les différents exercices qui vont venir, il va falloir se positionner un petit peu dans le tableau périodique simplifié. Et donc, pour déterminer la position d'un élément dans le tableau périodique simplifié, donc déterminer la ligne, donc une ligne, on est d'accord que c'est on va rajouter une dernière fois, une période, ou la colonne, et là on va parler donc de famille, auquel un élément appartient, il faut repérer le numéro de la couche de valence et le nombre d'électrons de valence de la dernière sous-couche qui est remplie. Un peu compliqué, vous allez pouvoir peut-être revoir la vidéo quelques fois. On va prendre l'exemple du cours, du livre qui est très bien. L'exemple que je vous ai donc mis ici, à savoir le phosphore. Alors le phosphore, si on regarde bien, le phosphore ici, P, on a Z égale 15. Z égale 15, on a donc 15 électrons à ranger. Donc 15 électrons à ranger, si on écrit la structure électronique ou la configuration électronique, on a du 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p3. Donc quand on regarde la configuration électronique, on peut dire déjà à quelle période il appartient. Et effectivement. Donc pour savoir la position ici d'un élément
dans le tableau périodique, il faut repérer, donc, dans un premier temps, le numéro de la couche de valence. Et donc, le numéro de la couche de valence, ça va être la couche de valence, c'est la dernière couche où il y a des électrons. Là, cette dernière couche, ici, on le voit en bleu, c'est la couche 3. Donc, le nombre n, le plus grand où il y a des électrons, c'est 3. Donc, l'élément est placé sur la troisième période. Donc, n égale 3, 1, 2, 3, troisième période, troisième ligne, si on veut. Donc, déjà, on sait sur quelle ligne, sur quelle période il est. Et oui, effectivement, avec le 3 ici, on sait. Après, il faut regarder le nombre d'électrons de valence sur la dernière sous-couche remplie. Et voilà, pas que la couche, mais sinon la dernière sous-couche remplie. Alors la dernière sous-couche, c'est la sous-couche P. La sous-couche P ici, où il y a 3 électrons. Et donc ces 3 électrons indiquent qu'il est dans la troisième colonne du bloc P. Donc P3, donc troisième colonne du bloc P. Donc je prends le bloc P, celle qui commence à partir de 13, et j'en ai donc 3. Donc le premier, il sera en colonne 13, puis le deuxième en colonne 14 et enfin en colonne 15. Donc la 15e colonne. Finalement, si on regarde la configuration électronique, on peut s'apercevoir donc à la fois de la ligne et de la colonne, donc de la période et de la colonne. Le phosphore appartient à la troisième période et à la 15e colonne. Donc ici, effectivement, on peut voir que le phosphore est bien à la troisième période de la 15e colonne. On pourrait vous demander l'exercice inverse. On va le faire par exemple avec, avec le fluor qui est là. Alors le fluor qui est là, on va le faire vite fait ici. Essayons d'écrire la configuration électronique du fluor. Bon, alors on peut le faire avec son numéro atomique, mais là je ne l'ai pas vraiment. Ce que je sais, c'est qu'il appartient à la deuxième période et qu'il appartient à la 17e. S'il appartient à la 17e, ça veut dire qu'il appartient au bloc P de la deuxième période. Donc déjà, s'il appartient à la deuxième période, bah, la première couche est complètement remplie. Ça tombe bien, il n'y avait que la 1s. Donc la 1s est remplie. Dans la deuxième couche, il y a la sous-couche S qui est remplie, donc 2s2. Et dans le bloc P de la deuxième période, on voit qu'il est à la 1, 2, 3, 4, 5e colonne. 5e colonne de ce bloc P ici, des tableaux simplifiés. Et donc, la sous-couche 2P sera remplie avec 5 électrons. Voilà donc la structure électronique du fluor qu'on peut déterminer rien qu'en regardant sa place dans le tableau périodique. Voilà, fin de cette première partie du cours. La deuxième partie du cours, la fin de ce chapitre viendra la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne compréhension de ce cours-là et donc à bientôt dans la correction des exercices.